Notre invité Nicolas Tenzer, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous Bonjour. êtes politologue enseignant à Sciences Po. Votre dernier livre, Fin de la politique des grandes puissances, aux éditions de l'Observatoire, sorti en avril 2025. Est-ce qu'une rencontre Poutine-Zelensky vous semble être à portée de main et qu'est-ce qu'elle peut changer si elle a lieu ? Écoutez, pour l'instant, soyons extrêmement prudents parce que les conditions de cette rencontre ne sont évidemment pas du tout déterminées. C'est vrai que c'était une demande forte du président Zelensky qui est tout à fait prêt à affronter en quelque sorte Poutine. Poutine, pour l'instant, avait toujours refusé et on peut imaginer qu'à la dernière minute, il trouve de nouveaux prétextes pour ne pas s'y rendre. Donc, soyons très prudents à ce stade. Aujourd'hui, de toute manière, il n'y a rien de nouveau du côté de la Russie. Et d'ailleurs, il faut s'attendre à rien de nouveau dans les semaines qui viennent. La Russie reste sur les positions que le président Macron d'ailleurs vient de rappeler tout à l'heure, hein, vous avez diffusé l'extrait, c'est-à-dire anéantir l'Ukraine, la détruire ou la soumettre quasiment complètement. Donc est-ce que cette rencontre peut faire aboutir les choses? Le président Zelensky ne veut pas, et il a totalement raison, céder de territoire, ce qui est d'ailleurs complètement interdit par la constitution ukrainienne, et on ne voit pas aujourd'hui Poutine annoncer un retrait de ses troupes, ni même d'ailleurs accepter ce qu'il a toujours refusé, la présence de troupes nécessaires occidentales notamment sur les territoires libérés de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, encore une fois, je crois qu'il faut être très prudent. Cette rencontre a permis malgré tout d'affirmer la présence de l'Europe dans le jeu. C'est déjà une bonne chose, mais encore une fois, on n'a pas de changement majeur ni d'accord qui en est sorti. Alors, arrêtons-nous sur les territoires sur lesquels lorgne Poutine. Nicolas Tenzer a commencé donc par l'oblast de Donetsk. Il réclame cette région avec Louhansk, hein, qui fait partie donc du Donbass, pour geler le conflit. Ça ne réglerait rien sur le fond. Pour bien comprendre, c'est une manière de gagner du temps ? Alors, c'est une manière de gagner du temps et c'est totalement inacceptable, non seulement pour les raisons constitutionnelles que je viens d'évoquer, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'ensemble des territoires, Crimée comprise, aujourd'hui occupés par la Russie, ce sont tous les jours des massacres de population, exécutions forcées, viols de masse, déportation d'enfants, torture, et c'est également dans toutes ces régions des enfants qui sont enrôlés dans l'armée russe dès qu'ils peuvent porter des armes. Il y a 1,5 million d'enfants que la Russie entend enrégimenter pour demain combattre contre leurs frères et sœurs ukrainiens et un jour contre l'Europe. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, dans ces territoires, ce sont aussi évidemment des bases russes qui existent et qui sont des points d'appui pour une attaque évidemment future que Poutine envisage toujours après un pseudo-accord de paix, parce que Poutine n'a absolument pas renoncé à ses objectifs, et s'il gagne du temps, il aura la capacité de se renforcer, d'améliorer les capacités de son armée, peut-être de bénéficier de la levée de sanctions économiques que les États-Unis pourraient décider, et ça veut dire, comme l'annonçait le général Burkhardt et d'autres responsables militaires ou de renseignement européens, évidemment la préparation de la prochaine guerre contre l'Europe cette fois-ci à l'horizon 2030. Donc voilà, il faut être très prudent. C'est pour ça, pour des raisons d'abord de droit international, de droit humanitaire, mais aussi pour des raisons stratégiques, qu'il est inenvisageable de céder ces territoires. Je reviens sur deux cas particuliers. Celle que vous aviez évoquée, la région de Donetsk, qui n'est pas encore complètement occupée par la Russie et qui vraisemblablement ne le sera pas avant en tout cas plusieurs années quand on voit la résistance de l'armée ukrainienne. Il y a là des nœuds stratégiques majeurs, notamment Kramatorsk, qui pourraient être effectivement utilisés par l'armée russe. En ce qui concerne la Crimée occupée, les Ukrainiens ont réussi à chasser la flotte russe de la mer Noire, mais si vous aviez une sorte de retour de la flotte russe à Sébastopol notamment, vous voyez très bien le danger que représente la présence à nouveau de bâtiments de guerre russes dans la mer Noire pour l'Ukraine, mais aussi pour un certain nombre de pays avoisinants. À ce stade, Nicolas Tenzer, qu'est-ce qui pourrait faire plier ou faire reculer Poutine ? De nouvelles sanctions américaines ou ça reste faible là aussi ?
Alors, les sanctions sont totalement nécessaires, hein, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne prépare un 19e paquet de sanctions. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi on n'est pas allé jusque-là plus vite, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Des sanctions américaines et notamment des sanctions secondaires à l'égard des pays, notamment l'Inde et la Chine, qui continuent d'acheter du pétrole russe, ce qui permet d'alimenter évidemment en argent frais la machine de mort de la Russie. Évidemment, ça serait quelque chose de très important. Mais soyons aussi parfaitement clairs, aujourd'hui la Russie bénéficie du contournement de sanctions, elle est passée, à la différence des pays européens, en économie de guerre, donc elle a vraiment quand même une capacité de nuisance qui va demeurer malgré les sanctions. Donc la seule chose à faire, c'est de donner de manière massive toutes les armes possibles à l'Ukraine. C'est le rôle, bien sûr, prioritairement des Européens, parce que malheureusement, je ne vois pas aujourd'hui les États-Unis de Trump reprendre la livraison massive d'armes à Kiev. Alors justement, qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette longue séquence diplomatique, Alaska, puis hier à Washington? Est-ce qu'on reste dans le flou ou vous voyez quand même des avancées? Alors, Alaska, c'était en quelque sorte une forme de déshonneur. C'est-à-dire quand on voit effectivement, on a vu Trump applaudir sur le tarmac Poutine, qui est quand même un criminel de guerre, hein, d'après la Cour pénale internationale, et qui est responsable de la mort de centaines de milliers de personnes. Voilà, c'est évidemment quelque chose qui a été un moment de honte, et beaucoup de mes amis américains me l'ont dit, tant des démocrates que des républicains. Ils ont vécu ça comme une forme d'humiliation. Ce qui s'est passé par la suite n'a pas dénoté véritablement de progrès réels, encore une fois substantiels, hein, au-delà de cette annonce d'une hypothétique rencontre entre le président Zelensky et Poutine. Mais au moins, on pourrait dire que c'est une sorte de limitation des dommages, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que les Européens étaient là. La séquence de la rencontre entre Trump et le président Zelensky s'est quand même beaucoup mieux passée que le 28 février dernier, où il avait été humilié, on s'en souvient, par Trump et par Vance. Donc aujourd'hui, voilà, les Européens sont de retour et peuvent quand même faire valoir leur position, mais pour combien de temps? Parce que je crains malgré tout que la loi de la plus grande pente soit quand même celle d'une sorte d'accord entre Trump et Poutine. Trump veut absolument avoir un document qui s'appelle accord de paix, même si ça ressemblerait fort à un accord qui annoncerait la prochaine guerre. Il veut signer quelque chose et je pense qu'il y a, voilà, il y a une forme d'indifférence quand même de Trump par rapport au massacre commis par la Russie. Il est toujours sur une forme de oui, il y a les deux côtés, il parle des massacres de manière générale. Mais il n'a jamais dénoncé les crimes de guerre contre l'humanité et de génocide perpétrés par la Russie. Donc voilà, aujourd'hui vraiment la balle est du côté des Européens et c'est aux Européens, je crois surtout, de faire, et ils l'ont quand même annoncé, des pas en avant, surtout en termes d'accélération des livraisons d'armes à l'Ukraine. Vous diriez que les Européens ont calmé, contenu les ardeurs de Trump? Pour l'instant, oui. Encore une fois, hier, c'était tout à fait évident, même si Trump a ressorti des phrases assez bizarres. Hein. On se souvient de cette phrase qui a échappé, je dirais, qui n'a pas échappé à certains journalistes, où il a dit, mais finalement, Poutine veut un accord pour moi, ce qui est au mieux de la naïveté. Évidemment, ça n'a strictement aucun sens. Mais effectivement, est-ce que demain, après 3 jours, 5 jours, on ne va pas, après des conversations nouvelles entre Trump et Poutine, retrouver cet esprit assez funeste qui a prévalu à Anchorage? L'un des plus gros revirements, c'est que Trump ne demande plus de cesser le feu. Hein, vous le disiez, il veut juste un document avec estampillé accord de paix. Est-ce que ça, c'est la plus grande victoire pour Poutine? Alors, je pense que déjà la plus grande victoire, c'est d'avoir été accueilli sur le sol américain, parce que c'est une forme de légitimation. Évidemment, c'est ce qu'il attendait. Il attend d'être normalisé, et ça a surtout normalisé ces crimes massifs. Ça, je pense que c'est la plus grande victoire pour Poutine. Ensuite, effectivement, Trump a repris quand même un certain nombre de récits, dont celui que vous dites, et les Européens, là-dessus, ont tenu bon. On dit, mais comment est-ce qu'on peut négocier sérieusement un accord de paix alors que Poutine continue, vous l'avez rappelé, de pilonner les immeubles d'habitation civile, d'assassiner des civils. Il faut d'abord qu'on ait un accord de cessez-le-feu. Parce que s'il n'y a pas de cessez-le-feu, comment est-ce qu'on peut croire véritablement, et personne n'y croit, je veux dire personne de sérieux en tout cas, à la volonté de Poutine de faire la paix?
Merci beaucoup Nicolas Tenzer, politologue enseignant à Sciences Po. Fin de la politique des grandes puissances aux éditions de l'Observatoire paru en avril dernier.